l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTS2 pour ce nouveau numéro de Midi Actu de ce jeudi. Voici le sommaire. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Actualité internationale pour démarrer, passation de commandement à la gendarmerie et à l'armée en Côte d'Ivoire. La prise en charge des intérêts de la population est placée comme objectif principal des nouveaux commandants. Suivons ce reportage. Garde le temps de son commandement au ministre d'État. Ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui à son tour va le confier au nouveau chef d'état-major général des armées, le général de division Lassina Doumbia. Je vous remets le drapeau de l'État. Vous en assurerez la garde le temps de votre commandement. En recevant le drapeau de l'État des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, le général de division Lassina Doumbia prend le commandement de l'état-major général de l'armée ivoirienne. Il s'engage à exercer sa nouvelle fonction avec loyauté, non sans avoir rendu hommage à ses prédécesseurs. Tous ceux parmi nous qui ont encore en mémoire l'état de notre armée au 12 avril 2011 peuvent mesurer l'étendue du chemin parcouru sous la houlette des généraux de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko et Touré Sekou, pour la remise en ordre de notre institution. Hommage à eux, il nous faut capitaliser ces acquis et aller plus en avant. Je n'aurai qu'un seul objectif, un seul but, durant mon temps de commandement. Agir pour que nous soyons fiers d'être des soldats et que la nation ivoirienne soit fière de son armée. Le général de division Lassina Doumbia, qui vient de prendre le commandement des armées de Côte d'Ivoire, est le 12e chef d'état-major de l'armée ivoirienne. À la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo Touré, promu commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a été installé dans ses nouvelles fonctions. En recevant le drapeau de l'État des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, il devient le 12e commandant supérieur de la gendarmerie nationale. J'entends placer les populations au cœur de nos actions. J'invite à cet effet tous les gendarmes, je dis bien tous les gendarmes, où qu'ils soient, à s'inscrire dans cette vision. Les commandants d'unité doivent prioriser la police de proximité afin de parvenir à une complicité avec la population, mais une complicité saine. Je serai pour cela intransigeant. Prenant désormais le commandement effectif de la gendarmerie nationale, le général de division Alexandre Apalo Touré a présenté son premier salut de commandant supérieur de la gendarmerie nationale au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Un défilé a clôturé cette cérémonie de passation de commandement. C'est sous une certaine pression que la Chine accueille 2019. En effet, dans un contexte de tensions grandissantes avec le voisin taïwanais, les militaires chinois sont aujourd'hui appelés à se préparer à la guerre, suivant ces images. La Chine n'attaquera pas de Chinois. Nous sommes prêts à négocier avec sincérité. Et nous allons faire tout ce qui est possible pour se rapprocher d'une réunification dans le calme et dans la paix. Mais nous ne pouvons pas promettre de renoncer à l'usage de la force. Nous nous réservons le droit de recourir à tous les moyens nécessaires.
Qui sera sacré Ballon d'Or africain 2018? Sadio Mané, Pierre Aubameyang ou encore Mohamed Salah. Voici donc les 3 finalistes. Tous les 3 évoluent dans le championnat anglais, mais il faudra attendre bien sûr le 8 janvier 2019 pour connaître celui qui va remporter le titre, n'est-ce pas? De leur sélection et du continent africain dans le championnat anglais. Selon beaucoup d'observateurs, Mohamed Salah est le grand favori. L'international égyptien, meilleur joueur et buteur de la première ligue anglaise, a brillé de 1000 feux en 2018. À son actif, 44 buts en 55 matchs, toutes compétitions confondues. Mohamed Salah a aussi porté son équipe nationale à la Coupe du Monde malgré une blessure à l'épaule. Détenteur du trophée du joueur africain de l'année, Mo Salah ne rêve que du doublé. Sadio Mané, lui, rêve d'un premier sacre. 3e en 2016, 2e en 2017, l'international sénégalais veut décrocher le Graal à Diamniadio devant ses compatriotes. En 2018, l'enfant de Bambali a fait une saison de haute facture avec Liverpool, marquant 20 buts. Décisif en championnat, époustouflant en Ligue des Champions avec 10 buts, dont un en finale. Avec les Lions, il a disputé la Coupe du Monde en Russie à son actif. Un seul but marqué. Le Gabonais Aubameyang n'était pas à la Coupe du Monde, mais il a fait parler ses talents de buteur avec Arsenal, où il est arrivé au dernier mercato hivernal. Ses 24 buts marqués avec le club londonien l'ont propulsé sur le podium pour la 5e fois. Joueur africain de l'année en 2015, Pierre-Emerick Aubameyang va jouer les troubles fêtes et ambitionne de rééditer son exploit d'il y a 3 ans. Il est l'invité de ce jour, il est journaliste, il est aussi consultant en communication. Il s'agit de Monsieur Chertidiane Ndiaye. Bienvenue à vous, Chertidiane. Bonjour, Lena. Vous avez suivi donc avec moi cet élément sur le sport pour le Ballon d'Or africain 2018. On a Pierre Aubameyang, Sadio Mané, Mohamed Salah, donc les 3 finalistes. Quel est votre pronostic? Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes en parlent actuellement. Certains sont un peu optimistes pour ce qui concerne Sadio Mané. Pourquoi? Parce qu'il a eu à occuper la 3e place en 2016, la 2e en 2017, donc il espère surtout sa première place. Et l'autre élément aussi, c'est le fait qu'il ait pu s'imposer pendant toute l'année. Et aussi le fait qu'il ait pu franchir la barre des 50 buts, ce n'était pas évident. C'était jusque-là un cercle très restreint qu'il vient d'intégrer. Et ça, c'est quelque chose. Salah aussi, malgré sa blessure à l'épaule, durant l'année, a pu quand même s'imposer, occuper une place de choix. C'est vrai que ça risque d'être compliqué. Mais vous, votre pronostic personnellement? C'est pour Sadio Mané. Ah, parce que vous êtes sénégalais? Voilà, comme tout sénégalais. D'accord, nous passons à la suite de Midi Actu juste après ceci. Et nous parlons culture à présent. Inauguré le 6 décembre dernier, le musée des civilisations noires ouvre enfin ses portes au grand public. En ce moment même, donc, vous pouvez aller visiter les 1300 œuvres qui y sont exposées, suivant les explications du directeur général du musée et celles, bien sûr, du ministre de tutelle. Le public, il y a 1 heure de temps, nos portiques de sécurité ont signalé à peu près 510 entrées dans ce musée. Donc je pense qu'il y a un intérêt pour le public et cet intérêt, on doit le consolider. Pour le reste, je pense qu'on a besoin bien sûr de communiquer, on a besoin d'échanger, on a besoin de faire de telle sorte que le public, pas seulement sénégalais, se reconnaisse dans ce musée. Raison pour laquelle d'ailleurs, on est totalement en asymétrie par rapport à tous les musées que vous pouvez rencontrer dans le monde. Ça, je peux le dire avec beaucoup de netteté. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 vidéos qui circulent à travers le monde sur les réseaux Internet. Nous avons énormément de tweets des responsables qui ont visité ce musée-là, de grands acteurs culturels à travers le monde, Amérique du Sud, Europe, Afrique en particulier d'ailleurs.
il était bon que nous communiquions aux citoyens sénégalais, aux responsables et aux autorités de ce pays, quel engouement a été suscité par ce musée des civilisations noires. Si on fait une analyse globale de tout ce qui a été écrit et dit sur le musée, soit à travers les radios et les télévisions, mais également à travers les réseaux Internet, nous pouvons conclure que la réception globalement a été satisfaisante. Il reste à nous de relever le défi d'un musée des civilisations noires qui se montre toujours à la hauteur de ses ambitions et également des programmes qu'il mettra en œuvre. Maïmouna Sy, merci à vous. Mme Cher, donc, vous avez vu cet élément de ma collègue. Est-ce que vous allez visiter le musée? Pas encore, mais j'espère quand même à le faire parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment innovant dans la mesure où on dit déjà que c'est une aspiration très profonde du président Léopold Sédar Senghor. Un négro-africain, il avait voulu que ce musée puisse exister et c'est fait. Et je ferai tout pour rafraîchir un peu les chiffres. On a déjà dit qu'il y a eu près de 500 visiteurs et je pense bien le faire très prochainement. D'accord, parce qu'on parle bien sûr du musée des civilisations noires et de la diaspora. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas que pour nous autres Sénégalais ou Africains, mais c'est aussi pour les Noirs américains. Effectivement, du moment qu'on parle de civilisation, c'est que c'est ouvert à toute la race noire et à tous ceux qui s'intéressent à ce qu'on fait. Parce que ce qui donne de la valeur à une civilisation, c'est le fait qu'elle puisse s'approprier des éléments de sa culture, mais aussi qu'elle puisse les vulgariser et c'est le cas avec ce musée. Exactement. Nous passons à la suite de Midi Actu. Comment entreprendre? Voilà la question que se posent beaucoup de personnes qui souhaitent mettre en place leur entreprise. La démarche est un véritable challenge, mais elle n'est pas impossible. Tofet John est consultant en entrepreneuriat. Il tente de répondre à la question. L'entrepreneuriat, pour être simple, c'est juste une personne ou un groupe de personnes qui sont convaincus qu'ils peuvent mettre en collaboration, que ce soit leurs moyens financiers, les ressources humaines et matérielles, pour créer de la valeur. Et du moment où des jeunes décident de mettre en place une entreprise, ils sont en train d'entreprendre. L'entrepreneuriat, quand même, il a un certain nombre de processus. Il y a une feuille de route à suivre dans les normes. Aujourd'hui, par exemple, pour être efficace dans le cadre de son business, c'est important de faire ce qu'on appelle une étude de votre environnement. C'est à travers une analyse complète de votre environnement que vous allez déceler un certain nombre de problèmes. Et maintenant, partant d'un problème, vous essayez d'apporter une solution adéquate à ce problème. Donc, quand je suis jeune, je veux entreprendre. Il me faut une idée de projet. Il faut que j'étudie cette idée. Est-ce que moi, j'ai les compétences pour développer cette idée? Si oui, tant mieux. Mais si je n'ai pas aussi ces compétences, ce n'est pas la peine de laisser tomber. On peut chercher des amis de gauche à droite, avoir des jeunes avec qui on peut s'associer pour pouvoir arriver à mettre en place cette idée. Maintenant, il y a un processus, si vous voulez avoir un financement qui va vous exiger un peu de concevoir un business model Canva ou bien un plan d'affaires que vous allez rédiger, un projet bancable que vous pouvez déposer dans des structures de financement des projets de jeunes. Alors, cher Tidiane, il me semble que pour entreprendre, il faut d'abord diagnostiquer son environnement, déceler les problèmes qui peuvent y avoir. Et donc, il y a tout un processus pour entreprendre. Effectivement, c'est tout un processus. Il y a déjà un concept d'un jeune Sénégalais que j'affectionne particulièrement. C'est lorsqu'il dit que entreprendre, c'est entrer et prendre. Donc, il y a un processus, le fait d'entrer dans un marché et de prendre, c'est-à-dire de saisir des opportunités. Mais comment est-ce que cela doit se passer? Déjà, pour entrer, il faut déjà avoir le courage. Le courage, mais exactement savoir ce qu'on veut. Donc, il y a un triangle dans lequel il ne faut surtout pas sortir. Et je conseille ça assez souvent aux jeunes. C'est quand on parle du fait de choisir entre ce qui fonctionne, ce qui fait tourner le moteur économique, et là où on est le meilleur. Donc, ce qui fonctionne, pourquoi? Parce qu'on ne va pas se lancer dans une activité qui peut-être ne fonctionne pas assez dans ce pays ou... Voilà. Ce qui me passionne, excusez-moi, tu voulais d'abord parler de la passion, parce que c'est très important. Sans passion, on risque d'abandonner dès qu'il y a des obstacles qui se mettent sur notre chemin. Oui. Voilà. La deuxième chose, c'est ce qui fait tourner le moteur économique, c'est-à-dire ce qui fonctionne dans ce pays.
Là où je suis le meilleur, la compétence. Parce que si on a la passion et qu'on sait que c'est quelque chose qui marche bien, sans passion, sans la compétence, le potentiel nécessaire, on n'avance pas. Voilà. Et c'est après, à partir de ça, qu'on définit son idée de projet pour ensuite passer à l'observation de l'environnement. D'accord. Parce que donc, si on a déjà ce courage, cette motivation et cette passion, et qu'on n'a pas d'idée, est-ce qu'on sait entreprendre? Je ne pense pas. Je pense que ce qui pose problème à beaucoup de gens, c'est qu'ils cherchent une idée révolutionnaire. Alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est qu'ils pensent parfois qu'il faut beaucoup d'expérience, alors que ce n'est pas vraiment ça, parce que les startups qui ont été créées entre 2010 à 2018 et 2019, etc., les plus grandes dans le monde, on va citer Facebook par exemple, celles qui sont dans la Silicon Valley, ça a été créé par des jeunes qui au début n'avaient vraiment pas assez d'expérience sur ça. Donc il n'est pas dit forcément qu'il faut une très grande expérience dans le domaine. L'essentiel c'est de savoir se lancer. Le choix de l'idée aussi dépend du profil de l'entrepreneur. D'accord. Certains sont créatifs, ils vont amener quelque chose de nouveau, d'autres sont des copieurs sans que ce ne soit péjoratif. Ils diront que telle chose existe, je vais essayer de faire pareil, mais en essayant d'innover ou de prendre une autre démarche. Vous avez parlé de start-up, qu'est-ce que cela signifie? Oui, quand on parle des start-up, on parle de la démarche, de l'environnement dans lequel l'entreprise se trouve tout au début. C'est-à-dire que quand on est en mode start-up, c'est qu'on est en mode expérimentation de son activité. C'est qu'on teste des thèses, des hypothèses pour essayer de choisir le plan d'affaires, le business model, etc. Donc quand on décide de commencer l'activité de façon officielle, c'est là qu'on passe du mode start-up au mode entreprise. D'accord. Et actuellement au Sénégal, à l'heure où on parle, quelles peuvent être les start-up? Oui, en fait, quand elles démarrent, elles ne sont pas assez connues. Les start-up, elles sont le plus souvent dans les incubateurs. Donc, il y a pas mal d'incubateurs ici qui sont soit spécialisés dans les TIC, dans l'entrepreneuriat social ou dans d'autres domaines. Donc quand on est en mode exploration, on n'est pas encore assez connu. On ne communique pas assez sur son activité. Mais quand on décide de se lancer parce qu'on a trouvé son chemin phare, c'est là qu'on commence à parler de sa structure. D'accord, parce qu'on parle beaucoup de start-up en parlant de l'agroalimentaire, mais est-ce que c'est réellement une start-up? Parce qu'on sait que ça existe depuis la nuit des temps, ici en tout cas au Sénégal, mais peut-être que maintenant c'est devenu industriel. Oui, oui, parce que le secteur en tant que tel de l'agroalimentaire existe. Quand on parle des start-up, on parle des jeunes ou des personnes qui décident de se lancer tout au début. Mais quand ça devient officiel, une entreprise au vrai sens du terme avec les personnes qui travaillent, les ressources qui sont sur place, etc. Quand on prend son envol, c'est là qu'on commence à parler des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire. D'accord. Quand on fait référence aux startups, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'expérimenter des business pour décider de se lancer dans le domaine. D'accord. Et parlant de la concurrence, parce que vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui copient, sans être péjoratif, comme vous avez dit. Comment faire pour se différencier de ces concurrents? Déjà, en termes de concurrence, en marketing, on parle assez souvent d'avantages concurrentiels. Donc, ce qui fait qu'on ne fasse pas exactement ce que les autres font déjà. Donc, pour ça, il faut essayer déjà de procéder vraiment à de l'analyse concurrentielle. Il faut vraiment comprendre ce qu'il y a, ce qui existe pour essayer de se positionner ailleurs. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est là avant vous, quand il a fait de sorte qu'avec la publicité, la communication, il a acquis une certaine notoriété, il est déjà logé, je ne dirais même pas dans la conscience, mais dans l'inconscient de ses clients, c'est souvent difficile de le concurrencer. Donc il faut essayer de voir exactement ce qui manque, ce qui peut être amélioré, ce qui n'a pas fonctionné parfois même avec la concurrence. Et c'est à partir de là qu'on peut essayer d'innover en amenant quelque chose de nouveau. Et concernant la question des finances, est-ce que si on a une bonne idée, la motivation qu'il faut, le courage qu'il faut et la passion, et qu'on n'a pas forcément les finances qu'il faut? Oui. Est-ce que ce sera facile d'entreprendre? Déjà, ça dépend du secteur dans lequel on est. Je donne l'exemple des TIC. C'est un domaine dans lequel beaucoup de jeunes se lancent, beaucoup de jeunes innovent. Pourquoi? Parce qu'avec juste un ordinateur, on peut être même dans un garage, comme Steve Jobs avec Apple. Ça s'est passé ici avec beaucoup de jeunes qui ont créé des applications. Quand on a de l'idée, quand on sait innover, on peut faire venir le monde entier dans ce garage.
Maintenant, dans d'autres secteurs, on peut avoir besoin de financement. Il y a des jeunes qui se lancent même dans la quête de financement. Mais là, le défi repose souvent sur le fait d'avoir un projet qui, au-delà de l'aspect économique, puisse changer quelque chose dans ce pays ou puisse transformer un secteur d'activité en tant que tel pour que l'acquisition de ce financement puisse être facile. Est-ce que des partenariats sont envisageables entre les personnes qui ont des idées et les personnes qui ont les finances? Effectivement, on en voit beaucoup parce que ce n'est pas du tout évident de trouver l'idée. Certains sont là avec les moyens, soit ils n'ont pas l'idée, soit ils n'ont pas le temps d'exploiter leur start-up, de passer à la mode entreprise. Parfois même, ils n'ont souvent pas l'expérience ou la compétence qu'il faut. Donc, ils préfèrent souvent voir des plus jeunes qui se connaissent déjà dans le secteur, qui ont déjà les compétences, la passion, la vocation. Et c'est eux qu'ils financent ou c'est avec eux qu'ils nouent ce partenariat pour que les choses puissent avancer. Merci beaucoup, Mme Cher, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, donc c'était notre invité du jour, Cheikh Tidiane Ndiaye. Il est consultant en communication, en entrepreneuriat et coach en développement personnel. C'est la fin également de Midi Actu. Nous revenons lundi à partir de 12 h et nous nous quittons avec la météo du jour. Au revoir. Nationale, le nombre des députés